Bonjour, je m'appelle Joshua, j'ai 23 ans. J'habite actuellement à New York et je suis ici pour vous parler de mon expérience à l'Université Columbia. Alors après 3 années de classe préparatoire scientifique, j'ai intégré l'ESTP, l'École spéciale des travaux publics, sur le campus de Cachan. Et ensuite, aujourd'hui, je suis actuellement donc à l'Université Columbia à New York. Et oui, cette expérience à l'étranger était obligatoire dans mon cursus à l'ESTP parce que à l'ESTP, en fait, elle doit se décliner sous 3 formes possibles au choix. Donc soit premièrement, on part pour un semestre à l'étranger en 2e année ou en 3e année, soit on part pour un double diplôme, ce que moi je fais actuellement à l'Université Columbia, soit alors on part pour un stage de fin d'études à l'étranger, mais une expérience à l'étranger est toujours obligatoire dans les grandes écoles post-prépa en tout cas. Le STP, il faut savoir que c'est une école qui est axée vachement sur la construction et sur le travaux public. Et donc moi, je suis actuellement en 3e année en filière ingénierie civile. Donc c'est tout ce qui va toucher à la construction de bâtiments, mais aussi à la construction de ponts, d'autoroutes, etc. Premièrement, les États-Unis, c'était mon idée première quand j'ai réfléchi à faire quelque chose à l'étranger. J'étais vraiment axé sur les États-Unis, c'était vraiment un pays que je voulais découvrir et vers lequel je voulais m'orienter plus tard. Et donc ensuite, le STP proposait des doubles diplômes en partenariat avec notamment Columbia, mais aussi d'autres universités comme Berkeley ou l'UCLA. Donc j'ai postulé à toutes ces universités et j'ai choisi Columbia parce que principalement pour New York. Et c'est vraiment une ville qui m'intéressait énormément et c'était la ville qui m'intéressait le plus parmi tout ce qui était proposé à l'ESTP en double diplôme. Donc j'ai choisi Columbia principalement pour la ville et pour pouvoir partir aux États-Unis. Alors il y a eu plusieurs étapes. Donc premièrement, il y a une première étape qui se passe au sein de l'école à Paris, donc à l'ESTP, où il faut d'abord être présélectionné par l'école. Donc ça se passe sur la base des notes et d'un test d'anglais. Donc ça c'est en première année, donc j'ai été sélectionné par l'école. Et ensuite en 2e année, on postule à l'université aux États-Unis directement. Donc ils ont un site internet où on rentre nos infos classiques, nom, prénom, date de naissance. Enfin, ça change pas de France. Et ensuite il y a plusieurs documents qu'ils demandent, donc notamment une lettre de motivation, mais ça n'a pas forcément le même format qu'en France. C'est quelque chose de beaucoup plus long, avec beaucoup plus de détails sur nous et sur ce qu'on veut faire plus tard. 3 lettres de recommandation. Ils demandent 2 lettres de recommandation d'anciens professeurs. Donc moi j'ai demandé à ma prof de physique et à ma prof de sciences de l'ingénieur quand j'étais en classe préparatoire. Et ils demandent également une lettre de recommandation de quelqu'un qui t'a supervisé lors d'une expérience professionnelle. Donc moi j'ai demandé à mon tuteur de stage de première année. Alors, c'est à la fois très compliqué pour certaines choses et à la fois très facile pour d'autres. Donc les choses très compliquées, enfin en tout cas que j'ai trouvé très compliquées, premièrement ça a été de pouvoir faire un visa. Donc pour avoir le visa, il faut d'abord avoir été accepté dans l'université, on ne peut pas commencer les démarches avant. Donc c'est quelque chose qui arrive assez tard dans l'année et on n'a pas beaucoup de temps forcément pour voir les choses arriver. Donc faire le visa, il faut se rendre à l'ambassade, etc. Il n'y a pas beaucoup de rendez-vous, il y a beaucoup de gens qui veulent faire un visa en même temps que toi, donc c'est assez compliqué. Je me souviens, tous les jours, j'étais sur le site de l'ambassade à refresh la page en essayant d'avoir un rendez-vous plus tôt, parce que le premier rendez-vous que j'avais trouvé, c'était en novembre, donc c'était après ma rentrée, c'était impossible. Donc j'ai dû un peu galérer là-dessus. Bon, tout s'est bien passé au final, et en vrai, ça se fait, il faut juste être vachement assidu là-dessus. L'autre démarche administrative que j'ai trouvé compliquée, c'est le logement. À New York, c'est ridicule. Il n'y a pas beaucoup de logements, c'est excessivement cher, et en tant que Français, c'est assez compliqué parce que moi je suis à Paris, je peux pas aller faire les visites à New York, je suis en communication avec des étrangers, avec des Américains, c'est pas forcément les mêmes démarches, c'est pas forcément les mêmes documents demandés. Donc c'était assez compliqué de trouver un logement. J'ai eu la chance d'en trouver un sur un site Facebook, les Frenchies à New York, si jamais vous recherchez. Et parfois, d'un autre côté, il y a aussi des choses très simples, par exemple ouvrir un compte bancaire ou ouvrir une ligne téléphonique, ça se fait en 5 minutes. Voilà, on prend rendez-vous, on appelle et on a une carte bancaire et un numéro de téléphone américain, donc ça c'était nickel. Alors à Columbia, je suis en master Civil Engineering, donc c'est ingénierie civile, donc ça se rapproche totalement de ce que je fais à l'ESTP. Contrairement à l'ESTP, j'ai pu choisir mes cours à Columbia, donc j'ai pu choisir ce semestre 4 cours. Je suis dans le master Civil Engineering, mais j'ai la majeure Real Estate Development and Finance, donc c'est finance immobilière et développement. Donc c'est une majeure qui va s'axer plus sur, comme son nom l'indique, la finance de grands projets de construction. Donc j'ai des cours de finance, j'ai des cours de développement immobilier, et du coup à Columbia il y a aussi des cours obligatoires. Donc moi j'ai choisi le cours obligatoire de probabilité, donc c'est un cours de probabilité mais axé sur la construction. Donc on va essayer de déterminer à combien de pourcents telle ou telle infrastructure va s'effondrer sous telle ou telle force ou telle charge, notamment climatique, etc.
Alors moi j'ai la chance d'avoir un bon niveau d'anglais depuis on va dire le lycée, collège. Personnellement j'ai pas eu de difficulté avec la langue aux États-Unis. Trop relou. Surtout que en fait pour Columbia on est obligé de passer des tests d'anglais. Donc Columbia veut s'assurer en fait qu'on a le niveau suffisant pour suivre les cours là-bas. Aussi ce qui m'a beaucoup aidé c'est qu'à l'ESTP j'avais déjà fait ma deuxième année en 100% anglais en fait dans une filière anglophone. Donc tous mes cours étaient en anglais. Alors pour les tests de langue ça varie en fonction des universités américaines. Il y a certaines universités américaines qui vont accepter certains tests. Alors pour Columbia, je sais qu'ils ont accepté le TOEFL et c'est un nouveau test, le Duolingo test. Donc moi j'ai fait les deux parce que voilà, j'avais envie de faire les deux et que j'avais d'autres universités américaines qui acceptaient que le TOEFL. Donc pour le Duolingo, il faut un score de 135, donc ça équivalent à un niveau C1. Et au TOEFL, il faut être aux alentours de 100 pour à peu près toutes les universités américaines, donc là aussi niveau C1. L'expérience, elle se passe à merveille. Franchement, j'ai rencontré plein de personnes là-bas, que ce soit des Français, mais également d'autres nationalités. C'est ça qui est super. Donc, j'ai des amis philippins, des amis chinois, des amis américains, des amis australiens. Enfin, on a vraiment un groupe vachement divers. Dans les nationalités, c'est vachement intéressant. La vie à New York est super. Donc c'est une ville qui vit beaucoup, donc il faut être préparé à ça. Je pense que c'est pas facile pour tout le monde et c'est pas ce que tout le monde recherche, mais moi j'adore. Enfin, il y a toujours quelque chose à faire, quoi. Et à Columbia, ça se passe aussi très très bien. Les profs sont intéressants. Et ce qui est bien, c'est que comme j'ai choisi mes cours à l'avance, qu'on m'a pas forcé à faire des cours, comme c'est souvent le cas en France, tous les cours m'intéressent et c'est beaucoup mieux. Enfin, je vais à l'école en me disant ça, ce cours, je l'ai choisi et j'ai envie de travailler dessus et j'ai envie d'apprendre. Donc ça, pour le coup, c'est vachement bien. Les profs sont disponibles. Il y a aussi beaucoup d'assistants professeurs. Et les assistants professeurs, c'est des élèves en fait qui ont souvent un an de plus que toi, voire le même âge que toi, et qui vont t'aider sur la matière que tu es en train de faire parce que eux l'ont déjà fait avant. Et ça, c'est super parce que on peut leur poser plein de questions. Donc au final, ça crée un environnement vachement propice à la réussite et au travail. Ouais, déjà l'enseignement américain il est beaucoup plus léger, on va dire. J'ai beaucoup moins de cours qu'en France, mais ce qui diffère de la France, c'est que j'ai beaucoup de choses à rendre. Alors en France aussi on a des devoirs, mais on a rarement des devoirs à rendre comme des devoirs maison. Là, aux États-Unis, c'était toutes les semaines. Donc du coup, c'est une approche différente, mais je trouve ça plus intéressant d'avoir moins de cours et de pouvoir vraiment s'investir dessus que avoir plein de cours comme on a l'habitude en France et pas forcément s'investir à 100% sur chaque cours parce que c'est pas forcément possible. Donc ouais, là-dessus, c'est vachement différent et moi, je préfère aux États-Unis. Bon, j'ai pas beaucoup de cours comme je l'ai dit, donc ça me laisse des jours où j'ai pas du tout cours. Par exemple, ce semestre, j'avais pas cours lundi et vendredi, donc effectivement, je peux me faire des week-ends assez longs. Après, c'est très cher. Aussi la vie à New York, donc on n'a pas forcément l'argent pour voyager toutes les semaines, mais pour l'instant pour ce semestre j'ai pu partir à Montréal, donc c'est à côté en bus, j'ai pris le bus, c'est 7 heures de bus, c'est pas très cher et puis c'est très sympa, donc pour l'instant je suis parti à Montréal. Après j'ai pour objectif de rejoindre un ami qui est à Berkeley, donc qui est vers San Francisco, donc de l'autre côté des États-Unis. Donc ça j'essaierai de le faire en mars, je crois que j'ai une semaine de vacances et on va essayer de partir d'un peu visiter quand même. Là, je pense que c'est le point noir de tout ça, c'est que c'est extrêmement cher. Faut savoir que c'est très très cher l'université américaine. Et en plus, la vie à New York, je crois que ça fait partie des villes les plus chères du monde. Les loyers sont 2 fois plus élevés qu'à Paris. Donc c'est déjà très élevé à Paris, donc imaginez-vous à New York, puis la vie de tous les jours, faire ses courses, payer un ticket de métro, n'importe quoi, tout est plus cher. Donc c'est le point à prendre en compte vraiment pour moi. C'est le budget, c'est le financement, il faut vraiment être sûr de soi et il faut vraiment pouvoir le faire. Alors le loyer, donc moi je suis en colocation, c'est ce que font les gens à New York, enfin les étudiants à New York. Il y a très très peu de gens qui habitent tout seuls parce que c'est beaucoup trop cher. Donc beaucoup de gens sont en colocation, même des jeunes actifs sont en colocation. Et moi personnellement j'ai une chambre donc dans Harlem, pas loin de Central Park, donc c'est un bon quartier, c'est sympa, et je paye 1 400 $ par mois juste pour ma chambre en colocation. Donc c'est effectivement très très cher. Sans les charges, donc derrière on peut rajouter 100 $ de charges par mois. Moi j'ai des amis, à titre d'exemple, qui habitent tout seuls, qui donc ils ont un studio, pareil dans mon quartier, ils payent 3 000 $ par mois. C'est pour ça que je dis qu'il faut prévoir, quoi. Savoir que Columbia, un master juste d'1 an, ce que je suis en train de faire, ça va coûter à peu près 70 000 $ en frais d'inscription. Donc cours, sécurité sociale étudiante, même si c'est principalement les cours qui vont prendre 90%
du prix. Moi, j'ai aussi dû payer mon école en France. Il faut savoir que moi, ça coûte aussi cher parce que je fais un double diplôme et parce que j'ai choisi de vouloir être diplômé de Columbia et d'être un étudiant de Columbia comme les autres, entre guillemets. Mais si tu veux partir aux États-Unis et quand même vivre une expérience dans une université américaine, tu as aussi l'option de l'échange. Ça va coûter beaucoup moins cher parce que tu es considéré comme un étudiant français. Donc ça va te permettre de vivre l'expérience. Mais bon, tu n'auras juste pas le diplôme. Enfin, c'est deux voies différentes. Il faut juste choisir celle que tu veux vraiment et la finalité que tu recherches vraiment. Alors moi, personnellement, j'ai pas obtenu de bourse. Je sais que Columbia donne des bourses, mais elles sont assez compliquées à obtenir. Il y a des critères très spécifiques à remplir que je remplis pas forcément à l'heure actuelle. Mais par exemple, d'autres universités sont beaucoup plus à même de donner des bourses. Moi, je sais que j'ai pas mal d'amis de l'ESTP qui sont partis à Berkeley, donc une université aussi américaine, et ils ont eu automatiquement près de 20-30 000 $ de bourse parce qu'ils faisaient le master ingénieur de Berkeley. Ça couvre vraiment pas tout, mais c'est quand même un gros montant et c'est quand même intéressant à avoir, quoi. Bon, la vie en soi, moi je viens de Paris, donc New York, Paris, c'est quand même assez similaire. C'est une vie qui bouge tout le temps, etc. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est en parlant avec des Américains ou en sortant avec eux, boire un verre ou sortir en boîte, etc. Je trouve qu'ils sont un peu différents de nous. Ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller prendre un verre dehors, de rester un peu tard en terrasse, etc. Enfin, c'est un truc qui est vachement français, je trouve. Ils rentrent beaucoup plus tôt, ils sortent beaucoup plus tôt et ils rentrent du coup beaucoup plus tôt aussi. Donc ça, c'était la première différence que j'ai remarquée. C'est un peu un cliché, mais les Américains, ils sont là, ils sont très sympas, ils parlent à tout le monde, même si on se connaît pas forcément. Il y a ce côté chaleureux et ce côté accueillant des Américains que j'ai pu vérifier à New York en tout cas. Pour les restos, ouais, c'est assez différent par rapport à la France ou même à l'Europe. Donc déjà, il faut savoir que les restos, c'est quand même assez cher en vrai. Il fait beaucoup moins de restos qu'en France. À force de chercher, à force de vivre là-bas, il y a des bons petits trucs que tu peux trouver, des bons petits restos pas trop chers, donc ça va. Mais déjà, faut savoir que quand on va regarder la carte, derrière sur l'addition, ils vont rajouter les taxes qui sont pas sur la carte contrairement en France et le service. Donc le service, c'est obligatoire. C'est quelque chose qui est pas obligatoire chez nous, donc on n'a pas forcément ce réflexe, mais les Américains, ils ont ce réflexe et sur ton addition, il faut rajouter minimum 15% en tips. Donc sur une addition à 100 € par exemple, il faudra rajouter 15 €. Tu peux ne pas le faire, c'est pas une obligation légale, tu peux ne pas le faire en vrai, mais moi par exemple, donc j'étais avec des amis au bar. Donc je me suis dit bon, je vais pas te laisser de tips au bar, c'est un peu pas vraiment un resto. Enfin, je venais d'arriver, je savais pas trop ça. Et le serveur est venu me voir, donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour eux. Et il m'a demandé alors qu'est-ce qu'il y a, c'était pas bon, quelque chose s'est mal passé, pourquoi vous avez pas laissé de tips? Et après il nous a expliqué qu'ici tout le monde laissait des tips, donc même les serveurs peuvent venir te voir après. Donc c'est un truc qui est vachement ancré dans la culture américaine, les tips. Déjà, faut être sûr de son choix parce que les États-Unis, ça implique quand même pas mal de choses niveau financièrement, niveau temps. Ensuite, bien choisir son université, je pense que c'est vachement important. Et bien choisir la ville où tu veux étudier. En fonction de la ville où tu vas étudier, l'expérience va être différente. Moi, je le vois avec mes amis qui sont dans d'autres villes des États-Unis. J'ai des amis qui sont dans le Colorado, j'en ai d'autres qui sont en Californie. Moi, je suis à New York, j'en ai un qui était à Cleveland. Et toutes ces expériences sont différentes parce qu'en fait, par exemple, dans mon cas à New York, la ville ne tourne pas autour de Columbia. Nous, on est dans la ville et en fait, on va aller sortir dans la ville, etc. Là où, dans la plupart des autres universités américaines, tu as la ville qui tourne autour du campus et c'est dans ces universités américaines-là que tu vas vivre vraiment l'expérience américaine. Les grosses soirées dans les grosses maisons, les gros matchs de football américain ou de basket. Déjà, savoir ce que tu recherches comme expérience. Est-ce que tu recherches une expérience vraiment à l'américaine, à fond, à 100%? Et dans ce cas-là, Columbia, c'est pas forcément le meilleur choix. Ou alors, est-ce que tu recherches une expérience plus dans une ville comme New York qui est vachement intéressante et où tu vas pouvoir faire autre chose que ton université. Donc là, Columbia, je pense que c'est l'un des meilleurs choix. Ensuite, prévoir l'argent. Enfin, j'y reviens, mais c'est quand même Tu peux pas partir en fait à Columbia si t'as pas les sous. Ils te laisseront pas partir, ils vérifient sur ton compte en banque, etc. Donc c'est le critère, on va dire, presque numéro 1 avec ton dossier. Prévoir aussi à qui tu vas demander tes lettres de recommandation. Ça peut être intéressant. Déjà, en parler avec tes professeurs ou avec ton maître de stage si tu es actuellement en stage. Déjà, lui en parler de cette lettre de recommandation, ça peut te faire gagner du temps.
Ouais, pour trouver un travail aux États-Unis en tant qu'étranger, en tant que Français, c'est pas forcément facile. En fait, pour trouver un travail aux États-Unis, il faut être sponsorisé par une entreprise. Donc, sponsorisé, ça veut dire que l'entreprise va envoyer à l'administration américaine en disant voilà, cette personne, je veux l'embaucher chez moi et je sponsorise son visa, c'est-à-dire que je couvre les frais de visa et je me porte un peu garant, quoi, en gros. Et il y a beaucoup d'entreprises américaines qui ne veulent pas le faire parce que c'est de la paperasse, c'est de l'argent, c'est du temps pour eux et ils vont se dire bon pourquoi j'irais prendre un étranger alors qu'il y a des Américains qui ont fait les mêmes études, quoi. La petite combine parfois c'est d'aller travailler dans des entreprises françaises aux États-Unis qui embauchent beaucoup de Français. Et donc c'est parfois plus simple, mais les entreprises américaines, c'est pas forcément facile, même avec un diplôme de Columbia. Concernant le visa, donc c'est quelque chose qui est assez compliqué, c'est le Graal un peu pour venir étudier ou travailler aux États-Unis. Et il y a différents visas qui s'offrent à nous. Moi, par exemple, je suis en visa F1. C'est un visa qui est pour les étudiants qui viennent pour une longue durée. Donc moi, ça me permet de venir 1 an et demi là-bas, le temps de trouver un travail, etc. Ensuite, en tant qu'étudiant dans des matières scientifiques, j'ai un droit de travail de 3 ans, là où les autres étudiants vont juste avoir 1 an. Et donc après ces 3 ans, ce qu'un jeune actif étranger vise, c'est ce qu'on appelle le H1B. Donc c'est un visa qui va durer 3 ans. Pour avoir le H1B, il faut être sponsorisé par une entreprise, il faut avoir un contrat de travail prêt. Tu ne peux pas chercher du travail avec le H1B. Le H1B, c'est juste si tu travailles, renouvelable une fois. Donc tu peux avoir 6 ans de H1B. Donc là, ça fait 3 ans de droit de travail, 6 ans de H1B, ça fait déjà 9 ans. Et donc à partir de là, si tu veux vraiment rester aux États-Unis, la suite logique, c'est la Green Card, qui est beaucoup plus facile d'accès si tu as déjà eu le H1B. Et donc la Green Card, elle va te permettre de vivre et travailler indéfiniment aux États-Unis. Mais c'est encore vachement de paperasse, c'est encore vachement de contraintes. Il faut rester aux États-Unis, il ne faut pas rentrer en France. Enfin, c'est assez compliqué, mais sans aller à la Green Card, tu peux déjà travailler tranquillement 9 ans. Il faut juste avoir un travail, quoi.